Voilà, bonsoir, bienvenue sur la libre antenne comme tous les soirs, 21h, minuit, metatv.org, c'est la saison 2. Bonsoir à tous les métanautes connectés, hein, Mister Kenneth, Jimmy, Axel, Eleftheros, Rimka, Julio, Aldo, Giorgio, etc. Jimmy, Immortal Technique, voilà, tous ceux qui sont connectés, Erwan, etc. Et ce soir, on est avec Souleymane Boel. Bonsoir Tepa, bonsoir à tous les spectateurs de MetaTV. Bonsoir à tous. Bah, ils sont tous connectés. Alors, je précise d'entrée, Souleymane n'est pas un rappeur, comme je l'ai vu marqué sur le chat. Non, je rappe pas. Donc voilà, il est pas venu vous faire un freestyle, mais il est venu vous présenter ses livres, en particulier celui-ci, donc Les bouts du tunnel de la fin. Donc, toi, est-ce que déjà on peut commencer par te présenter? C'est vrai que présenter un peu ton parcours, tu peux nous expliquer un petit peu. En fait, moi, je suis tombé dans la littérature complètement par inadvertance. Quand j'ai commencé, en fait, j'étais pas du tout destiné à ça. J'ai une carrière scolaire, j'ai arrêté vraiment très tôt l'école. Et en fait, on faisait des documentaires par rapport au dénoncement des pillages de l'Afrique. On avait fait une première action mondiale contre les pillages de l'Afrique qui s'appelait à l'époque le mandat d'arrêt. Le but de cette opération, c'était d'aller sur les multinationales au niveau des buildings pour justement demander des comptes par rapport justement aux directeurs de firmes, par rapport aux abus de certaines multinationales. Et de par ce documentaire, j'ai pu en fait avoir la chance de parler avec différents écrivains qui m'ont tout simplement mis le pied à l'étrier et encouragé. Parce que j'avais énormément de lacunes dans le domaine scolaire, mais j'avais beaucoup d'idées en fait qui étaient originales par rapport à certains thèmes. Et ils me disaient non, te bloque pas par rapport justement à tes idées. Et au niveau de ta syntaxe et au niveau de ta grammaire, on peut te donner un coup de main. Et voilà quoi, ça s'est passé comme ça en fait. Et comment comment ça s'est passé? Tu as écrit ton premier livre? Ils coécrivent avec toi? Non, alors en fait, le premier livre que j'ai écrit, il s'appelle Hacker from Africa. Ça raconte en fait l'histoire en fait d'un hacker qui est originaire du delta du Niger, en fait, et qui en 48 heures va faire écrouler les plus grandes multinationales pour reverser les capitaux de ces multinationales aux plus pauvres du continent africain. C'est-à-dire il va reprendre l'économie qui a été prise injustement pour la reverser, on va dire, aux populations du delta du Niger. Ça, en fait, j'ai eu l'idée comment d'écrire cette histoire-là. C'est dû au fait, en fait, par rapport à un documentaire que j'ai pu voir sur le delta du Niger, par rapport aux dégâts écologiques que j'ai pu voir. Et je me suis dit, par rapport, il y avait beaucoup de gens en fait qui arrivaient à craquer des grandes multinationales et je me suis dit mais ça serait magnifique qu'un jour un enfant il arrive à faire ce contre-pied. Et donc en fait j'ai commencé donc à avoir cette idée qui a germé, qui a donné Hacker from Africa. D'accord. Et après, donc, tu as écrit d'autres livres. J'ai écrit 5 livres en 2 ans. En 2 ans. Tu as été très prolifique. Très prolifique parce que j'habite à Saint-Denis. Oui. Il y a une ville où il y a énormément de choses qui se passent. Et à chaque fois, on me met des concepts dans la tête. On me dit, je vois des situations et qui m'inspirent certaines choses et qui me poussent à écrire. Ben c'est ça que je voulais te demander justement. Tu t'inspires beaucoup tu puisses dans des faits réels pour écrire? Oui, voilà, c'est-à-dire qu'il y a des situations en fait qui me gênent, qui me dérangent par rapport à ce que je peux voir au travers du monde. Sur le deuxième livre, en fait, c'était par rapport justement à la cupidité, au fait que les gens ils puissent arriver à faire telle ou telle chose. Le deuxième, en fait, il parle des trafics d'organes, en fait. Par rapport à... C'est toute une histoire par rapport à un ancien braqueur qui est devenu ambulancier à Los Angeles et qui découvre en fait qu'il y a la faculté en fait de pouvoir avoir la possibilité de savoir à qui l'argent elle a appartenu. C'est une fiction, mais ça a été en fait le fait de faire ce livre-là, ça a été pour moi en fait le fait d'ouvrir un volet sur les atrocités qui peuvent être faites pour que les gens ils se fassent de l'argent quoi en fait. Oui, parce que alors à chaque fois, c'est un peu des scénarios originaux pour le moment. En fait, je me dis quoi? Je me dis que je fais un constat en fait de la littérature. Pourquoi moi, en fait, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas lire? Parce que en fait, quand je voyais des livres, quand j'étais face à un livre, et ben en fait, l'histoire, elle manquait d'audace, elle manquait d'adrénaline, et je la trouvais complètement claquée.
En fait, donc moi ce que je voulais, c'est que justement plonger le lecteur directement dans quelque chose qui lui met de l'adrénaline en fait. Ouais, alors. Et puis aussi ouvrir justement un sujet sur lequel qui a son importance à ce que les gens un sujet qui ne tombe pas dans l'oubli en fait par rapport à certaines choses. Alors donc les bouts des tunnels de la fin, donc alors là vraiment de ce livre en mode libraire, n'est-ce pas? Et donc déjà ça parle de Palestine, c'est-à-dire oui, tout à fait. située en Palestine. Tout à fait, oui. Les fameux tunnels, ce sont les fameux tunnels dont on a tous entendu parler. Exactement. Donc qui servent à la survie des Palestiniens, donc qui creusent. Tout à fait. Pour écrire le livre, tu t'es inspiré de faits réels, tu as été voir un peu, parce qu'à un moment donné, tu parles dans le livre, moi ça m'a choqué, tu dis que le tunnel ont fait passer une voiture. Donc c'est un fait réel, ça En fait, il y a énormément les tunnels au niveau de contrebande. Ouais. Ils sont de plusieurs, on va dire, diamètres. Et il y a des tunnels qui sont vraiment très 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 grands. Donc après, il y a les tunnels au niveau de la frontière, au niveau de l'Égypte et au niveau de l'autre frontière. Mais il y a des tunnels qui sont vraiment très 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 grands. Dans ce livre-là, en fait, ce que j'ai voulu expliquer, c'est que c'est pas normal que des gens qui habitent un pays soient amenés à creuser des tunnels pour faire venir leur subsistance et leur vivre. Donc en fait, ce livre-là, c'est l'histoire en fait d'un jeune Palestinien en fait qui explique en fait sa rencontre avec un jeune migrant, un jeune migrant soudanais, voilà. Qui est pourchassé par l'armée de l'occupation et donc qui décide en fait de lui sauver la vie plutôt que de risquer justement que son tunnel soit découvert. Et ben il prend le côté humain justement de le ramener dans son tunnel. Et après il y a toute une histoire en fait. Alors oui voilà, il y a toute une histoire et justement alors est-ce que au niveau des chiffres que tu avances, c'est des choses que tu as vérifiées ou c'est arbitraire? Par exemple, à un moment donné, tu parles de l'emprisonnement, il y aurait 700 enfants chaque année emprisonnés. Après, c'est dans le roman C'est dans le roman. Après, c'est une chose que j'ai pu voir sur des choses sur un site par rapport à des droits internationaux, par rapport contre. Mais après, j'ouvre une porte par rapport à une chose qui existe, mais je ne confirme pas au niveau de ce chiffre-là. Je suis pas, on va dire. Après, ça me surprendrait pas. Franchement, on me demande, c'est quoi d'ailleurs toi, c'est vrai, les livres qui t'ont influencé, qui t'ont donné envie d'écrire? En fait, il n'y en a pas vraiment, mais je sais qu'en fait, la personne qui m'a donné envie d'écrire, en fait, c'est une écrivaine de Aulnay-sous-Bois qui s'appelle Dali Touré, en fait, qui est en auto-édition, et celle qui m'a donné envie en fait d'écrire, parce qu'elle m'a donné beaucoup de conseils, donc d'ailleurs, big up à elle. Et autrement, les livres que j'ai bien aimés, il y a un livre sur la vie de Mohamed Ali, j'ai bien aimé au niveau de ce livre-là. Mais autrement, je suis pas quelqu'un qui a lu beaucoup en fait dans ma vie. Et la littérature française, la grande littérature française Franchement, c'est un tort de ma part, parce qu'il y a énormément de grands classiques. Et justement, maintenant que j'ai commencé à écrire, il faudrait que maintenant aussi je prenne le temps de lire les autres. Ouais, la grande littérature classique française. Exactement. Exactement. Alors pour revenir donc à ton livre, aussi, alors il y a plein de faits, à un moment donné, tu racontes, ça c'est pareil, mais bon, c'est des choses qu'on a vues dans l'actualité, c'est pour ça que je me dis que tu t'inspires, c'est vrai, beaucoup de l'actualité. Tu parles des policiers, par exemple, qui font une descente dans un restaurant et puis qui jettent Ouais, parce que ça, en fait, c'est une actualité. Javel, sur la viande d'un restaurant africain. Parce que bon, c'est un fait d'actualité qui m'avait marqué, étant donné que je me dis que voilà, il y a beaucoup de gens qui font le nécessaire en fait pour s'en sortir, de quitter leur pays pour justement faire justement tout un exode pour justement faciliter, et que on voit ce que le colonialisme il donne. Et donc en fait c'est une actualité
dont lequel j'ai voulu parler au travers ce livre-là, parce que j'étais attristé quand j'ai pu apprendre que justement il pouvait avoir ce type de fait, en fait. C'est-à-dire que parce qu'il y a t'abordes pas beaucoup l'aspect, on va dire, politique des choses. Par exemple, moi, dans le livre, j'ai envie de dire, tristement absent, le Hamas et ce qui se passe du côté des Palestiniens. On voit, il y a l'armée qui est très présente, hein, Ouais. bon, et voilà, ils sont, si j'ose dire, le sale rôle. Ouais. Ou alors, c'est quoi, tu te venges un peu, peut-être, certainement, parce que il y a des scènes surréalistes, par exemple, la scène où ils sont obligés de ramper avec avec un drapeau palestinien. Ouais. C'est quoi, c'est une vengeance, ça? C'est une vengeance aussi. Mais on va dire c'est aussi un contre-pied. Après, je pense que la littérature, ça nous donne justement la possibilité d'avoir la liberté, justement de mettre sous écrit certains fantasmes, en fait, et d'expliquer aussi certaines situations qu'on aimerait un peu voir aussi. Ouais, parce que il y a certains aspects comme ça, voilà, dans le livre. Bon, est-ce que le héros, il s'en sort pas un peu trop facilement aussi, des fois, Après, avec l'armée, non? Tu trouves pas que c'est... Après, j'ai voulu justement, au travers ce livre-là, en fait, j'ai voulu aussi que ça soit un livre en fait qui soit aussi un symbole aussi de résistance aussi, et aussi pas anéantir les espoirs en disant de toute manière les choses elles sont jouées et jamais personne ne pourra faire sauter le mur de séparation. Alors que non, moi justement j'ai voulu mettre sous écrit un mur qui pour moi n'a pas son existence. Ouais. Et alors justement, ce combat, parce que là, j'imagine, il y a un véritable engagement. Tu es déjà allé, toi, en Israël, en Palestine? Non, j'ai pas eu cette chance d'y aller. Je suis allé à côté, à Beyrouth. Je suis allé, Au Liban? ouais, j'ai parlé avec énormément de Palestiniens qui m'ont expliqué en fait la situation de ce qui s'y passe là-bas. Et en fait, voilà, j'avais encore aussi dans la tête l'envie en fait d'écrire aussi sur ce sujet-là. Et ce que j'ai voulu faire en fait, c'est aussi faire un point où je peux donc expliquer, on va dire, les discriminations raciales Oui. que vivent justement les migrants de certains pays africains en arrivant là-bas. Alors que eux, ils pensent que tout va aller pour eux, alors qu'ils voient que c'est un système d'apartheid. Et ce que j'ai voulu faire aussi, c'est expliquer aussi les conditions de vie des Palestiniens par rapport au checkpoint, par rapport à énormément de choses qu'ils ne devraient pas vivre. Oui, bien sûr. Donc ça, oui, alors justement, ça c'est aussi un problème assez récent, l'histoire des migrants, puisqu'avant on n'entendait pas beaucoup parler, mais il y a eu beaucoup de manifestations en Israël, oui, pour manifester contre la présence de cette immigration clandestine africaine. T'en parles, voilà, ils traversent le désert pour aller... Exactement, exactement. Et quand ils se retrouvent, on va dire, sur place, et ben, c'est l'envers du décor. C'est une immigration en fait qui aboutit sur des violences, sur des injustices qui leur sont faites et sur des choses qui ne devraient pas y avoir au niveau des conditions complètement inhumaines. Mais est-ce que, alors je vais faire l'avocat du diable, c'est pas quand même prévisible tout ça? C'est-à-dire que est-ce que ces immigrants soudanais, ils n'ont pas quand même l'illusion d'une vision d'Israël qui correspond pas du tout à la réalité finalement, puisqu'ils pensent trouver un espoir dans un pays qui déjà pratique l'apartheid, etc. Donc comment trouver un espoir dans un pays comme ça, quoi? Après, je pense qu'il y a énormément aussi de désinformation, puisqu'après, quand on quitte pour aller ailleurs, des fois, on n'a pas vraiment une notion de la réalité de ce que c'est. Donc on se dit que ouais, forcément, il y aura toujours moyen de s'en sortir mieux et que ça sera toujours plus facile d'aller ailleurs que ce qu'on est en train de vivre par rapport au manque justement de soins qu'il peut y avoir dans certains pays ou des choses comme ça. Donc après, il y a toujours le fait de quitter quelque chose qui peut ne pas être vivable pour quelque chose de mieux, quoi, en fait. Mais ils sont pas un peu justement bercés d'illusions quand même?
Parce que finalement, même ton héros dans ton livre, j'ai envie de dire, ses illusions elles tombent dès le début, puisque c'est très hardcore la façon de passer. Dès qu'il arrive sur place, on va dire, les illusions s'effondrent. Comme les tours du 11 septembre. Voilà. Donc, mais est-ce que justement, ils n'ont pas un peu trop d'illusions, peut-être finalement, tous ces migrants? Mais je pense que quand on va dans certains coins du continent africain, qui est un continent très 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 riche et qui est appauvri par justement les grandes multinationales qui procèdent à un véritable hold-up à visage découvert. Donc on connaît les grandes multinationales qui pillent le continent africain, telles que Areva, telles que Bolloré, c'est un secret pour personne, et qui laissent en fait des déchets, que ça soit radioactif ou bien qui prennent pas soin justement de l'écologie. Quand on est face, on va dire, je dirais, au pied du mur, pour pas faire un jeu de mots avec les murs de ségrégation, on y va. Ne serait-ce que, je sais que énormément je parle avec beaucoup de migrants de ma ville, et qui pourtant sont dans des pays qui sont, on va dire, où il y a certaines choses, mais on va dire qu'il y a toujours des gens qui vont certes s'illusionner vers quelque chose de meilleur. Ouais, mais est-ce que cette présence des migrants, bon, on a vu aussi, tu vois, pour faire l'avocat du diable, mais les migrants, par exemple, à Calais, qu'attaquent les ambulances, qu'attaquent les pompiers, qu'attaquent les voitures. On en a vu qui ont refusé le repas parce que ça leur plaisait pas, le repas qu'on leur donnait, etc. Est-ce que finalement les gens ne sont pas excédés de cette présence en se disant, est-ce que c'est pas un peu trop, des attitudes comme ça? Après, à mon sens, je dirais que concernant une personne, j'arrive tout à fait à comprendre qu'une personne puisse aller ailleurs, là où elle se sent mal. C'est-à-dire que si tu veux, en fait... Mais si les gens veulent pas de toi. Après... Je fais mon avocat du diable, mais après... tu vois, si tu me dis oui, je veux venir chez toi, mais, oui, mais moi je veux pas, donc tu viens quand même. D'accord, après, faut savoir se faire accepter. Ah bon, bah je viens quand même, faut que tu m'acceptes. Non mais ce que je veux dire aussi, c'est que il y a certaines personnes en fait qui viennent avec des préjugés ou des a priori qui font pas forcément l'effort de connaître les gens. C'est-à-dire que quand ils voient un afflux de migrants, ils cherchent pas aussi à savoir justement le pourquoi du comment, pourquoi ces gens-là. Est-ce que c'est pas légitime? Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Parce qu'ils voient arriver des gens, eux, ils n'ont pas à se poser la question de savoir pourquoi ils sont là, ils constatent juste qu'ils sont là. Et leur présence les dérange, puisqu'ils voient que c'est pas une présence de gens qui va pas les déranger. Après, il y a énormément de gens qui passent par certains endroits, mais qui ne cherchent pas forcément à s'établir à l'endroit même. C'est juste un point de passage. Il y a beaucoup... Oui, pour ce qui est de Calais, on sait que beaucoup veulent aller vers l'Angleterre. Voilà, etc. Beaucoup ils veulent émigrer vers l'Angleterre pour certains. Après, à mon sens, je pense que... À mon sens, après ça n'appartient qu'à moi, les gens ils devraient plus moins se prendre la tête en se disant ouais. Ouais, mais s'ils se font attaquer, voler, comme ça arrive. Non, certes on cautionne pas ça. On va pas cautionner le vol et le fait d'attaquer les gens. Après, je pense que quand t'as quelque chose à le faire, faut le faire en bonne intelligence et puis essayer de se faire accepter au mieux sans travestir ses valeurs. On me dit, pourquoi ne pas écrire un livre sur les causes du blême en Palestine à la place des conséquences? Ça, c'est très bonne question. Avec une cache. Une cache, franchement, très bonne question. Moi, c'est vrai. Après, concernant les futurs ouvrages que je prépare, là, il y en a qui sont déjà en préparation. Je vais avoir aussi un ouvrage qui va sortir justement sur le trouble identitaire par rapport au monde du rap. Ah, ça c'est intéressant, on pourra en parler aussi. Voilà, en fait, sujet très intéressant. Le livre va s'appeler Un ego meurtrier. Pourquoi il va s'appeler Un ego meurtrier? En fait, c'est l'histoire d'un jeune en fait qui est frustré d'avoir pas réussi justement dans le monde du rap et qui prend une radio en otage avec 11 otages. Et par rapport à ces 11 otages, il parle avec justement le négociateur et justement il conditionne la libération de ces 11 otages par rapport à des choses bien particulières en fait.
D'accord. Et ça sort normalement, Inch'Allah, au mois de décembre, le 15 décembre. Et en fait, pourquoi j'ai voulu faire un livre sur le trouble identitaire par rapport à certains rappeurs, c'est parce que justement, j'ai pu m'apercevoir que beaucoup de gens écrivaient des choses qui ne vivaient pas, ou faisaient l'apologie de certaines choses qui ne méritaient pas d'être faites. D'accord, dans le rap. Dans le rap. Mais après, C'est-à-dire que, mais j'aurais pu aborder un autre sujet. Après, c'est pas propre que au rap. Mais quand on prend par exemple le monde du rap en lui-même, je trouve qu'il a beaucoup changé. En fait, au niveau de l'ego trip, en fait. C'est-à-dire que ça s'est vraiment accentué sur le moi-je. Et il y a beaucoup moins de concepts. Et il s'est appauvri au niveau textuel. C'est-à-dire que quand on prend les premiers textes des rappeurs américains, ils étaient beaucoup revendicatifs, subversifs. Mais maintenant, on va dire, c'est juste, on va dire, faire un clip en bas de chez soi, avec certaines armes, avec un petit peu de produit, et puis finalement, il n'y a pas de concept, et il y a juste en fait la stigmatisation de sa propre personne. Et il y a des gens qui s'inventent des vies ou qui se mettent dans la peau de certains personnages jusqu'à être convaincus d'être ce qu'ils rappent. Alors qu'en vérité, c'est pas du tout le cas. Ah oui, mais... C'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu écrire un livre qui s'appelle Un égo meurtrier. Ça aussi, c'est pour dire à la jeunesse que voilà, en fait, restez vous-même, restez pas dans des troubles, ne rentrez pas dans des troubles identitaires ou Justement, les troubles identitaires, ils sont dus à quoi selon toi? Il y a énormément de facteurs. Beaucoup de gens en fait ils glorifient des choses que forcément des fois ne méritent pas d'être glorifiées, comme la vie de certains gangsters, des choses comme ça, ou des choses comme ça. Et puis après, ça commence par des répliques de films, que ça peut être Scarface, ça peut être... Enfin là c'est la première idée qui me vient à l'esprit, mais ça peut être aussi d'autres films. Et finalement tu vois que la personne en fait elle a plus l'impression d'être Tony Montana que sa propre personne. Ah oui, donc toi, voilà, tu parles d'un trouble identitaire au niveau de l'individualité. Ouais, mais tu trouves pas qu'il y a un trouble identitaire au niveau du rap en lui-même qui porte des germes on va dire, le ferment d'un anti-nationalisme, en tout cas d'un anti-France. En fait... Quand on entend, pour illustrer, hein, c'est les rappeurs niquent la France, etc. En fait, le truc, c'est que justement, c'est bien que tu abordes ce sujet. C'est que, par exemple, la plupart de certaines villes, et ben en fait, on est complètement coupé en fait par rapport au niveau de. On n'a pas l'impression en fait que beaucoup de jeunes en fait, ils n'ont pas l'impression en fait d'être des citoyens français. Je vais m'expliquer en fait, c'est que quand tu regardes par rapport à leur environnement, il y a énormément de misère sociale. Par exemple, je prends mon quartier, qui est le théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Il y a des rats, des cafards, des punaises de lit. Et tu rentres pas chez des gens, et tu peux voir des souris ou des choses comme ça. Et ça se passe en Seine-Saint-Denis. Donc, tu sais, après, moi, je ne vais pas cracher dans la soupe. Il y a des choses qui sont bien en France. Mais je pense qu'en fait, l'expression, quand quelqu'un il dit nique la France, je pense si tu vas lui dire, bah vas-y, va au bled là. Je te laisse au bled et ses parents ils vont lui dire vas-y dans ce cas-là tu fais trop de conneries, va au bled. Ils vont lui dire non vas-y finalement je vais rester. En fait je pense que quand il dit ça, ça veut dire que il se reconnaît pas finalement dans tout ce qui est en fait la fermeture culturelle qu'il peut y avoir par rapport à certains individus. C'est-à-dire que par exemple la France c'est un pays sur certaines choses où des fois on se fait difficilement accepter lorsqu'on a une double culture. Maintenant, je ne dis pas dans l'absolu, mais des fois, en fait, il y a beaucoup d'a priori. Très sincèrement, dans quel pays on t'accepte avec une double culture? Après, peut-être que, par exemple, certains migrants, ils seraient dans un autre pays, ils seraient en Angleterre, ils diraient nique l'Angleterre. Ou comme, je sais pas, le morceau, tu te rappelles, à l'ancienne, le morceau, il y avait beaucoup de rappeurs américains qui avaient fait le morceau Fuck America.
Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai que c'est qu'à partir du moment où on va dire un groupe de personnes ne sont pas acceptés ou ils sont mis à l'écart, quand on voit bien la plupart de nos quartiers sont à l'écart du centre-ville, c'est-à-dire qu'ils sont complètement ils mettent des mairies annexes où c'est non mais faites votre démarche ici, vous n'allez pas aller quand même au centre-ville avec vos djellabas, vos qamis, tout ça, vos boubous et tout là-bas. Et après tu te dis quand même, ben Ouais, moi mais c'est j'aimerais. intéressant ce que tu me dis. Donc les gens en djellaba, en boubou, déjà ça veut dire qu'ils font pas l'effort de se fondre. Déjà ils marquent une différence culturelle. Après, Vestimentairement, on les reconnaît, puisque tu arrives différemment après de la majorité. à partir du moment où quelqu'un, par exemple, il enfreint pas la loi, par exemple, tu vois. Et c'est-à-dire que, je sais pas, après, ils te font certaines lois par rapport à certaines tenues vestimentaires, mais je sais pas, dans le code pénal, il n'y a pas marqué, il faut. Non, il n'y a pas de loi Ouais, contre... anti-boubou, tu vois, oui. encore Dieu merci. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, je pense que la tenue vestimentaire, en fait, ça met de la Oui, mais couleur. ça marque la différence. Ça veut dire que tu marques ta différence. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu peux pas revendiquer la différence d'un côté et dire après, oui, mais les gens me voient d'un œil différent, puisque tu fais tout pour être différent. Enfin, moi, j'essaie d'être cohérent. D'accord. Moi, ce que je pense que dans la différence, il y a énormément en fait d'échanges. C'est-à-dire que nous, pour beaucoup de jeunes, en fait, l'avantage qu'on a eu, c'est de grandir avec des gens en fait de milieux complètement différents du monde. Et ce qui fait qu'on a eu justement une richesse culturelle qu'on n'aurait pu peut-être pas avoir ailleurs. C'est-à-dire que justement le fait qu'on ait grandi avec des Turcs, des Africains, des gens de partout, a fait que justement la richesse culturelle qu'on a pu avoir aujourd'hui, elle est assez lourde quand même. Mais c'est-à-dire, puisque... Je te parle au niveau que ce soit culinaire, que ce soit au niveau de la langue, que ce soit, je connais énormément de gens, par exemple à Saint-Denis, qui parlent de plusieurs langues différentes, qui se sont très 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 bien entendus et qui justement ont vu justement dans ce mélange une très grande richesse en fait. Mais est-ce que cette richesse, in fine, c'est la richesse du pays tout entier? Ou est-ce que c'est très, on va dire, ciblé finalement, puisque celui qui vivra pas dans ces conditions multiculturelles, lui aura une autre culture. Mais est-ce que la France c'est une culture ou c'est polyculturel? Ouais, je pense que déjà dans certains endroits comme le Puy-de-Dôme, je sais pas, ça doit être plus dur de trouver quelqu'un qui vous fait un Ah mafé. bah il y en a qui nous regardent, il y a Kamel, on lui fait le... Kamel, Il a Aurillac, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est pas, on le salue. Dans le lait. voilà, Aussi. donc Kamel, on te salue, passe au salam. Et puis ce que je voulais dire, c'est que ouais, il y a certaines personnes, et je pense que même justement au rap, pour faire un rebond sur le rap, je pense qu'il y a beaucoup de gens justement tiens, ça m'est revenu par rapport au livre que tu me disais tout à l'heure, France Fanon, d'Anne et de la Terre, j'ai bien aimé, et aussi Peau noire et masque blanc. Ouais. Je suis quelqu'un, en fait, on me pose des questions et je rebondis. Ah bah il y a déjà des réactions. Alors on peut commencer à lire. D'accord, c'est parti. C'est parti. Ah mais ils aiment ces sujets-là. Là on les titille sur les bons sujets. Ouais, vas-y. Alors ils me disent fermeture culturelle en France, c'est une question. LOL. Non, c'est vrai, il a raison. Les quartiers communautaires arabes, comoriens, sénégalais, chinois, vietnamiens, c'est trop français. Les Français se sentent en France. Tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il critique justement le fait qu'il y ait une communautarisation des quartiers. Toi, t'en penses quoi justement de cette C'est un communautarisation? fait. C'est ce que je veux dire, c'est indéniable. Et justement, faut se poser la question. Faut poser la question pourquoi justement nous dans nos quartiers, en fait, on soit que entre nous et que justement ça soit pas plus cosmopolite. Justement, faut se poser la question. Et ça, la question, faut la poser aux gens qui s'occupent du logement. Pourquoi en fait, on va dire qu'on va trouver qu'une ethnie que dans un quartier. Mais est-ce que justement il n'y a pas, on va pas se masquer les yeux, est-ce qu'il n'y a pas une volonté justement, parce que
il est bien normal, on va dire, pour tout être humain, que si on appartient à une communauté, Oui. on a envie de se retrouver avec les gens de la même communauté. Oui, ça aussi. Un peu comme Ça- si, je sais pas, imagine tous les deux, on se retrouve sans se connaître à l'autre bout du monde, on est au fin fond du Brésil, Ouais, on va avoir des liens immédiats, le fait de parler par la langue, français, déjà, par la déjà. langue, par la culture française, etc. Exactement. Et si on est 100 000 au milieu du Brésil, eh ben les 100 000, on va se retrouver, parler Exactement. français, Non, mais ça, manger c'est- français, Je etc. suis tout à fait d'accord avec toi. Après, il y a des gens, ça va être un choix personnel. Par exemple, eux, ils vont habiter en fonction de leur proximité. Ils vont avoir besoin, par exemple, d'une boucherie qui soit, par exemple, halal. Ils vont vouloir avoir, tu vois. C'est vrai, mais par exemple, regarde, maintenant, vois on est dans le monde, on est quasiment dans la situation inverse, puis il y a des quartiers où il n'y a que des boucheries halal. Oui, oui. C'est pour le savoir, toi aussi, il n'y a plus de boucheries non halal. Est-ce que justement on n'est pas dans une logique de communautarisation forcée à ce moment-là? Parce que celui qui veut pas manger halal, comment il fait dans ce quartier-là? Il est obligé de déménager alors, il pourra pas vivre dans ce quartier-là. Bon, moi, je le recommanderais de manger plus halal. Ah, mais- tu veux forcer tout le monde? Après, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le bien qu'on veut pour nous, on veut pour les autres aussi. Maintenant, Non, mais tu peux comprendre qu'on ne soit pas obligé d'adhérer à ce paradigme. Après, Parce que ça, c'est un paradigme religieux. En plus. après, on peut pas faire l'unanimité. On va dire chacun il va avoir un point de vue qui est différent d'une autre. Ça, c'est un. Mais est-ce qu'il n'est pas compréhensible, si tu veux, que celui qui n'adhère pas, en fait, à un certain mode de vie, à une certaine culture, eh ben, il soit obligé finalement de déménager parce que tout le territoire est sous, on va dire, je dirais pas sous domination, mais en tout cas sous influence. Voilà. Après, moi, ce que je peux voir, c'est qu'au niveau des commerces, en tout cas à Saint-Denis, c'est quand même varié. Hein. Après, Oui, Saint-Denis. ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas comment dire, justement, je te parle justement dans d'autres villes où, voilà, on peut prendre l'exemple de certaines villes du 93 où effectivement la communautarisation est telle, comme je te dis, il n'y a pas de boucherie qui ne soit pas halal, ça n'existe pas. Après, honnêtement, je peux sur les autres villes, je préfère parler de. Non, mais ça existe, je préfère te le dire, hein, je peux donner plein d'exemples de villes, mais Après, c'est pour donner un exemple. ça revient à dire ce que je te disais tout à l'heure, c'est que chaque individu, dans sa vie, il va faire des choix, on va dire. Il va faire des choix en fonction de là où il va se sentir le mieux. Tu vois, il y a des gens, par exemple, à Saint-Denis, ils pourront pas habiter ailleurs. C'est-à-dire que... C'est dramatique. c'est dramatique, hein. Comment ça, parce que- développe un peu, parce que ça c'est dramatique. Non, parce qu'en fait, c'est que, en fait, quand tu vas les ramener, on va dire, dans d'autres endroits, eh ben, ils vont se sentir mal à l'aise. Pourquoi Ouais, mais alors ça, excuse-moi, mais ça donne raison. Alors, je pensais à une phrase d'Éric Zemmour qui disait, oui, en France, il y a des... d'ailleurs, il y a des... Bon, on peut en parler après, mais il dit, il y a des territoires qui sont en France des républiques islamiques. Là, tu es en train de confirmer. Tu me dis qu'il y a des territoires parce où que la regarde, personne ne peut pas vivre ailleurs. parce que regarde, tu prends déjà par exemple, par exemple la ville de Saint-Denis, tu vois. Ouais. Tu prends Saint-Denis, c'est vraiment cosmopolite. Tu as des Haïtiens, t'as beaucoup de Capverdiens. En fait, c'est vraiment, il y a de tout, tu vois. À Saint-Denis, on cohabite très 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 bien. Il y a, moi je vois par exemple. Par rapport à certaines voisines antillaises, par exemple, de mon quartier, tout ça. Mais il n'y a pas aussi, disons-le, une concurrence ou alors, on va dire, des antagonismes entre les communautés parce que, on le dit pas, mais par exemple, on va parler sans langue de bois, vous connaissez le ton de l'émission, mais je vais dire par exemple, on prend les Noirs, les Arabes, soyons clairs, ce sont deux communautés distinctes, on veut les mettre ensemble, mais les Arabes forment une communauté à part, les Noirs aussi, les Noirs et les Arabes ne s'entendent pas du tout forcément entre eux, au contraire, il y a même du racisme, etc. Ça existe, c'est un fait. Après ce qu'on peut remarquer aujourd'hui, c'est que je sais qu'il y a énormément de... Après, tout dépend déjà aussi de la région, de beaucoup de choses. Mais je pense que justement, nous, ayant grandi justement ensemble, tous ensemble, je pense qu'on va dire ce phénomène, il est en train un peu de s'atténuer parce que il y a des choses en fait qui
qu'on fait que des mentalités, en fait, certaines mentalités arriérées par rapport à certaines choses. Et du qu'en fait, on a tous grandi, on va dire, ensemble. Ben, on sait reconnaître quelqu'un par rapport à ses valeurs, par rapport à sa droiture. Et on sait que voilà que il y a des gens qui sont vrais et qui sont d'origines différentes. Oui, mais il y a bien... Après, il y a des préjugés. Voilà. Il y a des préjugés très profonds. Et justement, par rapport à ça, c'est justement intéressant que tu me dises ça, c'est que j'ai écrit un livre qui s'appelle justement Le Givre de la peur. Le Givre de la peur, pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce que, en fait, quand quelqu'un il ne te connaît pas, généralement, il te regarde de manière un petit peu tétanisée ou effrayée, justement. Et finalement, en fait, quand il te connaît, ça devient chaleureux. Pourquoi? Parce que justement les préjugés ils tombent, ils s'effondrent. Pourquoi? Parce que justement il dit mais finalement je pensais de lui, tu vois, et par rapport justement à ce qu'on disait tout à l'heure, tu as vu, il suffit juste que j'ai un bonnet et que je suis venu avec une veste cosse là, et les gens disaient ouais c'est qui ce rappeur? Alors qu'en vérité je suis un écrivain, tu vois ce que je veux dire? Tu vas me demander, tu vas me lâcher un instru, je vais pas être dans les temps quand je vais rapper. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas me dire arrête Souleymane. Ouais, c'est pas un rapport, je précise qu'il y en a qui croyaient encore. Tu vois, c'est peut-être il y a d'autres messages qui vont me dire ouais c'est qui ce rappeur? Non. Ouais. Tu vois, c'est marrant, hein, ouais. Tu vois, mais c'est que, t'as vu, bonnet, veste, c'est qui ce rappeur? Il y a ça de mots qui est... Alors, il y a Killuminati, lui, dit, il nique la France dans le rap ne vise pas les Français en général, mais plutôt le gouvernement, l'État. Ouais, bah exactement, franchement, c'est... Mais tout le monde le comprend pas comme ça. Mais en fait... Parce qu'on tolérerait pas, parce que moi je veux bien Killuminati, mais est-ce qu'en Algérie, on pourrait tolérer qu'il y ait une communauté de Français qui, dans leur musique, ferait des musiques en disant nique l'Algérie à tout bout de champ? Je pense que déjà ça passerait pas dans... Ah d'accord, en Algérie ça passe pas, bah ils ont le droit. Non, mais c'est clair que ça passerait pas. Mais après si tu veux, regarde, au niveau quand tu prends par exemple la Constitution française, ils vont te dire par exemple des choses comme égalité, fraternité sur certains points, et finalement quand tu regardes l'application de cela, et ben finalement tu vois que ça s'applique pas, et donc ça je pense que ça... C'est pas la France. Non en fait c'est les hommes politiques. Comme il disait en fait les gouvernants, comme disait la personne qui a laissé le message, c'est au niveau des gouvernements. Mais je suis sûr que... Ouais, mais dans ce cas, pourquoi ne pas dire nique le gouvernement? Et puis là, tout le monde comprend, il n'y a pas d'équivoque. On dit nique le gouvernement, c'est pas la France, tu vois. Enfin, moi, je trouve ça plus cohérent. Je sais pas, si je dis nique le gouvernement, tout le monde comprend que je nique le gouvernement. Si je dis nique la France, et après, je dois expliquer, attention, je parle pas des Français, mais du gouvernement. Moi, je trouve que c'est une posture hypocrite. Mon cher Killuminati, je suis désolé, je le dis comme je le pense, mais je trouve que c'est un peu hypocrite de dire je dis nique la France, mais je parle pas de la France. Je parle pas des Français, voilà. Parce que la France, c'est quoi? C'est les Français. Je vois pas ce que c'est la France. Après, tu sais, Topa, il y a des gens, en fait, au niveau de certaines expressions qui peuvent revenir souvent, en fait, il y a ce qu'ils en comprennent, en fait, au niveau de la compréhension de ce qu'ils peuvent dire, tu vois. Et après, on va dire chaque coin, on va dire, il a, on va dire, ses expressions. Après maintenant, j'incite pas aux gens à être vulgaires ou justement à dire des choses qui peuvent blesser. Bien au contraire, parce que finalement c'est pas une chose qui est productive en soi. Et ça pourrait justement qu'alimenter les préjugés qu'on peut avoir sur des personnes. Donc si on dit à quelqu'un ouais regarde par exemple, est-ce que tu aimerais qu'une personne dise ça par rapport à ton pays, il va te dire non. Donc moi personnellement, en ce qui me concerne, je dirais plus, on va dire, aux gens d'utiliser, on va dire, des termes qui soient plus adéquats, et s'il y a justement des problématiques par rapport au gouvernement, plutôt justement donner les noms de ceux qui sont au gouvernement, pour les montrer du doigt directement. C'est-à-dire montrer les vrais responsables. Voilà, pas prendre en otage tout le peuple français en disant c'est la France. Voilà, exactement, parce que bon, les gens savent très bien, dans certains milieux, on va dire, qui sont prolétaires, les conditions de vie que certains, on va dire, français peuvent avoir aussi. Et puis ils sont fait disqueter par le gouvernement aussi. Tu vois, donc ils sont mangés une douille aussi par François Hollande et par tout le monde, tu vois. Donc voilà. Alors,
Il y a pas mal de réactions. On me dit, la plaine Saint-Denis, que du halal. Chez les petits commerçants du coin, adieu le pâté en croûte et le boudin, c'est mort. Et le boudin noir, pardon. Alors, il parle de richesse culturelle en côtoyant toutes les cultures et communautés. Je suis entièrement d'accord avec lui. Mais alors, pourquoi finalement avoir côtoyé autant de belles cultures, il a fait le choix d'adopter la culture américaine pour ses habits? Bobonnet New York. Ouais, mais après, déjà d'accord, je crois pas que c'est américain. Bon, bref, On parle de ton bonnet. Ouais, ok, d'accord. Bah, en fait, si il y a quelque chose que je vais bien, ça prouve que je suis pas justement fermé. On va dire, bien que j'ai écrit un livre justement par rapport à la désinformation des médias, qui s'appelle L'évasion d'une vérité. On aura l'occasion d'en parler par rapport à ça. Et justement, non, après, voilà, je n'ai jamais été à New York, mais bon, j'aime bien le bonnet, je le porte, c'est tout. Tout simplement. Tu vois. Ah voilà, Erwan, il commence son point Godwin. Qu'est-ce que tu penses de Dieudo et de Soral? Bon, comme ça, les questions, elle est évacuée tout de suite. Bah, en fait, par rapport au tonton Mbalambala, bah, en fait, j'ai déjà eu l'occasion de l'interviewer. Ouais. Parce que pour justement le documentaire que je te parlais, qui s'appelait Le Mandat d'arrêt, en fait, par rapport au pillage de l'Afrique et tout. Et donc franchement, on nous a très très bien reçus par rapport, il a eu justement des prises de position que j'allais dans son sens. Après, sur certains points, franchement, je pense que il énonce certaines vérités par rapport justement au boycott qu'il a pu subir. Je pense que après, je partage pas tous les points de vue qu'il a, mais je trouve que c'est quelqu'un qui me fait énormément rire. Franchement, quand il fait pas certaines blagues qui, à mon sens, n'ont pas lieu d'être, tu vois, mais autrement, franchement, c'est quelqu'un qui me fait énormément de rire. C'est quelqu'un qui est très, très accueillant.